Bonjour. Apollo 13, le drame du sanatorium du plateau d'Assy. C'est maintenant l'heure de chercher à comprendre, à expliquer, peut-être aussi l'heure d'établir les responsabilités. À Houston, les 150 experts de la NASA sont en possession des photographies prises par les cosmonautes après l'accident. L'examen de ces photographies permettra sans doute d'en établir les causes. Or, c'est très important, car c'est au terme de cette enquête que l'on saura si le programme spatial américain peut ou non se poursuivre comme prévu. Nous attendons d'Houston en direct ces photographies et dès que nous les aurons, François de Closet vous les commentera. Sur le plateau d'Assy, après le drame, maintenant, pour certains, c'est la colère. 5 des 7 infirmières rescapées ont porté plainte contre X. Et si elles ont porté plainte, c'est qu'elles estiment qu'il y a des responsabilités, que le drame pouvait être évité. Jean-Pierre Lannes. Homicide par imprudence. C'est le terme requis par lequel vient d'être déposée cette plainte contre X. X, qui? C'est une des rares escapées, une infirmière de 30 ans, qui la première pose officiellement cette dramatique et grave question. 5 des 5 infirmières du Roc des Fises veulent maintenant savoir pourquoi. Le 5 avril dernier, une première coulée d'avalanche n'avait pas justifié l'évacuation du sanatorium. Et cette question, nous l'avons entendue souvent sur le plateau d'Assy et sur les lieux mêmes de la catastrophe. Mais, ces jours derniers, il était d'autres tâches plus urgentes à accomplir. 300 sauveteurs ont travaillé nuit et jour pendant 74 heures sous la menace de nouvelles coulées. Et hier après-midi, sous la pluie, à 16 heures, on retrouvait le corps de la dernière victime. C'était un petit garçon de 7 ans. Homicide par imprudence, une question terrible posée par les infirmières. En France, la semaine sera marquée par les problèmes sociaux. Dès ce matin, coup d'envoi au siège du CNPF, du patronat français. C'est en effet là que patrons et syndicats discutent du problème de la mensualisation, c'est-à-dire le paiement par mois des ouvriers encore payés à l'heure. Il y en a en France à l'heure actuelle 6 ou 7 millions. Vous savez que la mensualisation est déjà appliquée chez Bull, chez Renault et en grande partie chez Peugeot. François Gault est sur place et suit pour nous ces négociations. Il nous appellera dès que la négociation sera terminée. Toujours en France, les centrales syndicales, presque toutes les centrales syndicales, ont déposé un préavis de grève pour mercredi. Mais il y a cet après-midi une rencontre chez M. Malot, le secrétaire d'État à la fonction publique, et ce n'est qu'à l'issue de cette rencontre, de cette ultime négociation, que l'on saura si, oui ou non, la grève doit avoir lieu. Dès aujourd'hui, grève en revanche des enseignants du secondaire et du technique. La grève se déroule aujourd'hui dans la partie sud de la France, vendredi dans la partie nord. Pour l'instant, les syndicats se déclarent satisfaits de leur grève, mais la Fédération Armand des parents d'élèves s'est opposée à désapprouver ce mouvement. Je crois que nous ne sommes toujours pas en liaison avec Houston, alors il faut revenir à un des thèmes classiques du lundi, c'est le bilan des accidents de la route. Eh bien, ce week-end, ces accidents ont fait 56 morts, 674 blessés. Et près de Reims, un accident de la circulation aurait pu tourner à la catastrophe. C'est en effet très grave ce qui a failli se passer près de Reims. 8 heures ce matin sur la nationale 44 entre Châlons et Reims. Un automobiliste de Meurthe-et-Moselle se déporte sur la gauche au moment de croiser un camion-citerne. Le routier fait tout pour éviter la collision mais sans y parvenir. Un mort, un blessé. Le camion-citerne contenait 12 000 litres de propane. Il a fallu couper entièrement la circulation et prendre des mesures d'urgence. Actuellement, quels sont encore les risques? Nous avons une fuite de propane que nous n'arrivons pas à aveugler et le risque, ce serait l'inflammation de cette fuite, ce qui entraînerait un accident très grave, voire une explosion. Monsieur, vous êtes le propriétaire de ce véhicule, que comptez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons, puisque la route est barrée, nous allons avoir pour un moment, nous allons allonger le flexible dans la nature, que vous voyez là, et nous allons brûler le propane, après le laver avec un véhicule de dépannage, quoi. La route restera coupée pendant encore une douzaine d'heures. À l'instant, nous apprenons que la situation est de plus en plus mauvaise au Cambodge. La pression des troupes Viet Cong et des partisans de l'ex-prince Sihanouk, enfin le prince Sihanouk, mais qui n'est plus chef de l'État du Cambodge, est de plus en plus forte et l'on se bat à 30 km de Phnom Penh. C'est une situation mauvaise donc pour les Américains et on se demande ce que va dire ce soir le président Nixon. Le président américain doit en effet prononcer un grand discours. Un discours au cours duquel il aurait dû annoncer un nouveau retrait des troupes américaines engagées au Vietnam.
peut-être même une évacuation portant sur 40 000 hommes. Le tout est de savoir si, avec la détérioration de la situation au Cambodge, les Américains pourront poursuivre leur plan d'évacuation. Au Moyen-Orient, un nouveau bombardement ce matin israélien sur la zone du canal de Suez. 3 heures de raid, c'est un peu la fin d'une accalmie qui, depuis quelque temps, régnait dans cette région. Les Parisiens auront peut-être demain quelques difficultés à reconnaître leurs taxis. Demain, en effet, certains taxis seront couverts de panneaux publicitaires. Oui, c'est à partir de demain mardi que seront offerts à la vue des Parisiens les 1500 premiers taxis équipés pour la publicité par le Centre national d'études et d'information et la régie publicitaire de taxi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'ORTF est la première bénéficiaire de cette innovation, le temps d'un reportage bien sûr. On connaissait déjà la publicité sur les autobus, mais on ne connaissait pas encore la publicité sur les taxis. Alors pourquoi cette innovation? Vous savez, il y a un problème qui est assez caractéristique depuis quelque temps, c'est une évolution très marquée pour la publicité transport. Vous avez eu d'abord la publicité SNCF, vous avez ensuite la publicité autobus, métro, vous avez maintenant la publicité sur les taxis, vous aurez probablement d'autres formes de publicité sur d'autres véhicules d'ailleurs, qui viendront par la suite, parce que la publicité des transports est une publicité qui présente pour les fabricants, pour les annonceurs, pour leurs agences de publicité, un impact très particulier. Bon, c'est pas eux, ce n'est pas le consommateur qui va vers la publicité. Grâce à la publicité transport, c'est la publicité qui va vers le consommateur. Il y a déjà pas mal d'années qu'on parle de la publicité sur les taxis. Et il a fallu pas mal de temps de réflexion, il faut bien le reconnaître, au Conseil de Paris, qui a voté enfin, définitivement, au mois de décembre dernier, sur l'autorisation, sur le principe de la publicité sur les taxis. Il y a un aspect social du problème. Enfin, je ne pense pas qu'il soit bon de... Ça n'entre pas dans le cadre de la publicité, mais il y a effectivement un aspect social. Et les ressources qui viendront de cette publicité permettront, en partie, d'augmenter les salaires des chauffeurs, incontestablement. Alors combien de taxis avec de la publicité cette année? Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, au Centre national d'études et d'information, nous avons environ 4000 taxis en régie, donc comme je vous l'ai dit, les grandes compagnies, un certain nombre de grands loueurs, de loueurs importants, et puis les principaux groupements d'artisans. Vous plaira-t-il de monter dans un taxi orné d'un pot de moutarde ou d'un paquet de cigarettes, comme on le fait déjà d'ailleurs dans beaucoup de capitales mondiales? Une question à laquelle vous ne pourrez répondre que demain. Jean-Pierre Delgado qui a été pour nous le premier passager de ces taxis sandwich. Mais je crois maintenant, François de Closet, que nous avons en ligne Houston et que nous allons pouvoir voir les images du module lumière, les photographies. Eh bien oui, nous allons découvrir ces 2 premières images. Elles nous arrivent par satellite. Vous voyez tout de suite ce gros bidon avec tout un panneau latéral qui est arraché. Souvenez-vous que dès le premier soir, nous vous avions dit ce n'est pas une panne, c'est une explosion. Pour vous, c'est une victoire, François de Closet, car dès le premier jour, vous l'avez dit. Vous avez dit il y a eu explosion, il y a eu explosion d'un réservoir d'oxygène. Là, on peut vous féliciter. Et le module doit être arraché. Je pensais véritablement que pour que tout soit détruit comme ça, hors de fonctionner, il fallait que ça se voie à l'extérieur. Eh bien, c'est vrai. Pensez que ces panneaux sont retenus par des boulons et qu'il a fallu que ces boulons sautent, une pression terrible. Et puis, il y a donc juste dans ce trou noir béant la place du réservoir d'oxygène et un peu en bas, on les devine, les piles à combustible qui, au fond, elles, ont dû être relativement protégées. Maintenant, on voit, vous voyez, ces sortes de petits tourniquets au-dessus, ce sont les petits moteurs pour contrôler la position. Il est évident que l'engin, dans cette situation, ne pouvait plus fonctionner. On voit ici une autre vue qui est difficilement interprétable, je dois le dire en toute honnêteté. On voit surtout que tout le matériel, tout est éventré, on voit tous les systèmes. Tout le carénage a disparu et c'est véritablement un miracle que les hommes soient revenus. En somme, il arrive parfois, et l'on dit aussi que c'est un miracle, qu'une bombe explose à bord d'un avion et que l'avion se pose, mais c'est rare. Je suppose que maintenant les experts vont procéder à des expériences en simulateur, non? Ils vont faire, d'ailleurs le docteur Draper nous l'a expliqué dès samedi soir, nous a expliqué 2 choses, je crois,
C'était vraiment des informations exclusives, surtout la première, c'est que c'était probablement seule une réaction chimique de l'oxygène et d'un hydrocarbure pouvait expliquer une explosion aussi rapide. Parce que ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que les systèmes de sécurité n'aient pas fonctionné. Enfin, il y a des valves, il y a des systèmes d'alerte. Or, rien n'a fonctionné. Il n'y a aucune indication avant l'accident disant la pression augmente. Donc, ça a été instantané. Or, si ça a été instantané, l'hypothèse de la météorite est très peu satisfaisante parce que ça aurait été une fuite plutôt qu'une explosion, n'est-ce pas? Comme lorsque vous avez un pneu qui a été percé. Pour qu'il y ait une explosion, le docteur Draper, je crois, a donné l'hypothèse qui est la plus vraisemblable, vous l'a donnée dès dimanche, c'est probablement une réaction chimique explosive, une impureté qui a tout fait sauter. Alors la dernière question, celle du profane, est-ce qu'Apollo 14 partira comme prévu? Eh bien, d'après les dernières nouvelles, il y a toute cette discussion au Congrès. Il y a déjà des sénateurs américains qui remettent en question le programme Apollo. Si vous voulez mon opinion toute personnelle, je pense qu'Apollo 14 sera un peu retardé, mais un peu seulement. C'est le 1er octobre, son départ est prévu. N'oubliez pas que les Américains avaient déjà espacé pour des raisons de crédit les vols Apollo, et donc ça leur laisse plus de temps pour se préparer. À Lille, hier, une grande rue de la ville a été fermée à la circulation. Mais vous allez le voir, ce n'était pas pour faire de la peine aux automobilistes. Daniel Casal. Oui, cette mesure était plutôt destinée à favoriser l'implantation à Lille de la pétanque marseillaise. Et oui, le cochonnet provençal est parti hier à la conquête du Grand Nord lillois. C'était en quelque sorte Fanny, au pays du petit Quinquin, et la rue de Béthune avait des allures de cannebière. Fermée à la circulation, saupoudrée de 50 tonnes de sable, cette rue de Béthune offrait au cochonnet le plus doux des lits douillets. Et tout l'après-midi, les Lillois ont ainsi tiré, pointé, tenté et réussi des carreaux spectaculaires. Certains ont même tété le cochonnet, d'autres moins heureux ont embrassé Fanny. Quand cesse le jeu, commence la réflexion, les Lillois se sont dit qu'après tout, la pétanque est une distraction peu chère. Et Daniel Casal a l'esprit ensoleillé. Alors, Patrick Chapuis, on ne parle plus de rugby, c'est fini? C'est fini, c'est promis pour aujourd'hui, je vais vous parler de football. Et en football, on peut se demander si Saint-Étienne ne va pas réaliser le doublé Coupe, championnat. Vous savez qu'en Coupe, Saint-Étienne a éliminé Metz sur un score fleuve, 5-0. Et l'on pense maintenant que la finale pourrait opposer Saint-Étienne, qui est le vainqueur du championnat de France, soit à Nantes, soit à Rennes. Rennes qui est le dernier. Le premier contre le dernier, avouez que ce serait quand même un paradoxe, mais c'est un des paradoxes de la Coupe de France. Je vous propose maintenant d'aller assister à une course d'obstacles sur 2 roues au Grand Prix de France de motocross. C'est un reportage de notre station de Marseille. Le Grand Prix de France de motocross qui s'est couru hier sur la magnifique piste de Pernes-les-Fontaines et qui comptait pour les championnats du monde de cette spécialité en 250 cm3, voyait au départ un lot relevé de concurrents parmi lesquels le grand favori, le champion du monde en titre, le Belge Joël Robert. Robert, qui avait amorcé dimanche dernier à Barcelone au Grand Prix d'Espagne un début de saison qui semblait prometteur, a été dominé hier par la coalition des pilotes tchécoslovaques et suédois. Disputé sur 2 manches et après un départ foudroyant dans la première, le Suédois Hansen allait devoir livrer un duel sans merci au Tchèque Halm. Ce dernier, après 10 minutes de course, prenait le commandement et s'affirmait dès lors comme un prétendant sérieux à la victoire. Il remportait cette première manche, devançant sur la ligne d'arrivée le Belge Roger de Coster et le Suédois Thorleif Hansen. La sélection au cours de la seconde manche se fit rapidement à la suite de l'abandon sur accident mécanique de Joël Robert. 4 hommes se trouvaient en tête, Hansen, Goebbers, Halm et de Coster. Les mécaniques ne pouvant soutenir le train infernal qui leur était imposé, on assista alors à une débandade générale parmi les concurrents. En tête Hansen, suivi du Belge Goebbers, 3e le Tchèque Miroslav Hamel. C'était donc une victoire inattendue mais méritée pour le Suédois Thorleif Hansen, qui au classement général triomphait devant Halm, 3e de Coster. Vous allez voir tout à l'heure un autre genre de jumping, mais je voudrais encore vous parler de football, car vous savez peut-être, le championnat de France va être modifié pour l'année prochaine. Il y a 3 choses importantes. La première division
professionnelle conserve 18 clubs. En deuxième division, s'il y a 12 clubs, il y aura encore un championnat de France professionnel de deuxième division. Mais il y a surtout la création d'un championnat national qui regroupera amateurs et professionnels dans 3 groupes de 16 clubs avec une poule finale entre les 3 vainqueurs de chacun des groupes. Je vous avais promis une autre forme de jumping. Nous allons assister maintenant à un jumping avec des chevaux. Il s'agissait du concours hippique international de Nice, où la France a terminé première par équipe. Après-midi, au Palais des Expositions à Nice, s'achevait le concours hippique international et les Espagnols allaient se tailler la part du lion. Le vainqueur, le voici, il s'agit du capitaine de Valéjo sur les Pantous. Cette dernière épreuve, le prix des haras nationaux, se disputait en 2 manches. Le parcours était difficile. La première manche, les concurrents devaient l'effectuer sans chrono, suivant le barème A, sur une distance de 350 mètres, dans le temps maximum de 60 secondes, avec 8 obstacles et 8 sauts. Le deuxième est notre Espagnol, M. de Borquez, sur sableuse. Pour être qualifié dans la seconde manche, il fallait effectuer un sans faute dans la première, et cette deuxième manche était courue sur 560 mètres, dans un temps de 96 secondes, avec 13 obstacles et 15 sauts. Janou Lefebvre allait heureusement se glisser dans le peloton de tête et ravir aux Espagnols la 3e et 4e place sur Romsdal et sur Troubadour B. Et pour corser encore les difficultés dans ce prix des haras nationaux, un nouveau règlement de la Fédération française était mis en vigueur. En effet, une pénalisation de 6 secondes était apportée à chaque arrêt chrono. Conséquence de cet additif, aucun concurrent ne devait réussir le sans faute. La 5e place était remportée par le capitaine espagnol Cuello Diliano sur Tabu. On peut noter l'homogénéité de cette équipe espagnole qui place 3 concurrents dans les 5 premières places. Enfin, la Belgique obtenait la 6e place grâce à M. Mati sur Clitor. Rendez-vous l'année prochaine à Nice pour un prochain concours hippique international. Eh bien, merci Jacques Chapuis. Jacqueline, je voudrais vous raconter une histoire. Tenez, regardez cette photo, regardez cet homme. Cet homme, que vous verrez tout à l'heure, que vous ne le voyez pas, voilà, le voici, s'appelle Ronald Brigg. Eh bien, cet homme était l'un des auteurs du hold-up contre le train postal Glasgow-Londres, vous savez, le hold-up du siècle. On dit même que c'était le cerveau de ce hold-up. Il a été arrêté une première fois, puis il s'est évadé dans des conditions d'ailleurs parfaitement rocambolesques, puisque c'est un camion avec un élévateur qui est venu le cueillir sur le toit de la prison. Si je vous en parle, c'est que depuis ce matin, 2 grands journaux publient les mémoires, de grands journaux britanniques et australiens, publient les mémoires de Ronald Briggs. Or, Ronald Briggs est toujours recherché par toutes les polices du monde. Et quoi qu'il en soit, pour authentifier son manuscrit, Ronald Briggs envoie ses feuilles avec son empreinte digitale dessus. Une empreinte digitale qui est dans tous les commissariats. Mais il y a mieux, car coïncidence, ce matin est mort à Londres le commissaire Butler. Le commissaire Butler est un grand commissaire de la police londonienne. Il s'est occupé de l'affaire. Il s'est occupé de l'affaire. C'est même lui qui avait arrêté une première fois Briggs. Briggs s'est évadé et Butler s'est dit « je le retrouverai, je le prendrai ». Il y a 2 ans, Butler a été mis à la retraite. Il a décidé de continuer les recherches malgré tout et il essayait toujours de retrouver Briggs. Vous voyez qu'il est mort avant d'y parvenir. C'est une histoire au fond qui n'est pas très morale. Enfin, c'est même un peu triste. Nous allons maintenant parler de musique. Vous croyez connaître le trombone? Eh bien, cet instrument pourrait encore vous étonner quelque peu. En effet, un compositeur yougoslave, dont le nom est un peu compliqué, Vinko Globokar, actuellement à Paris, va maintenant nous en donner une démonstration un peu étrange, en tout cas très nouvelle. Vinko Globokar, vous jouez du trombone, c'est-à-dire que nous avons reconnu sur l'image un trombone, ils ne m'ont pas reconnu en l'écoutant un trombone. C'est vraiment un trombone, cet instrument? Évidemment, c'est un trombone. Non, le problème, c'est que j'essaie avec mon instrument, c'est-à-dire de l'employer comme un moyen avec lequel je peux faire de la musique. C'est tout. C'est-à-dire, souvent, l'instrument ne me suffit pas. C'est pourquoi souvent j'essaie de trouver des possibilités, d'élargir les possibilités de l'instrument. Moi, personnellement, par exemple, j'ai commencé à développer l'instrument le jour où j'ai essayé de trouver une analogie avec le langage parlé. Et par exemple, je me suis aperçu qu'il était presque possible de reproduire toutes les consonnes et les voyelles à l'aide de l'instrument. Par exemple...
Et quelquefois, vous parlez en jouant. Ça doit Oui, être c'est difficile, ça. non? C'est-à-dire, non, c'est seulement une façon de prononcer à l'intérieur. De toute façon, toutes les consonnes, vous les prononcez à l'intérieur. C'est-à-dire, l'instrument n'est qu'une sorte de prolongation, d'amplification de la voix. Dans le fond, vous êtes un chanteur. Non, pas du tout. Et maintenant, vous jouez avec un groupe d'improvisation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'improvisation dans la musique moderne? Oh, dans la musique moderne, l'improvisation, justement, le mot a été tellement usurpé qu'on s'est tous posé, par exemple, ce problème, et on essaye, justement, sur une base de non-conditionnement et sur une base de non-influence, soit visuelle ou soit avec des mots, de faire de la musique. Et Vraiment faites, sur une base de liberté, de tolérance et de compréhension entre nous. Vous faites cela en quatuor actuellement avec le pianiste Carlos Alsina, le percussionniste Jean-Pierre Drouet, le clarinettiste Michel Portal, et vous présentez cette improvisation lundi soir au concert du Bonne Musicale. Oui, c'est ça. Eh bien, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver cet ensemble ce soir au Théâtre de la Ville à 20h15. Nous allons maintenant vous donner, comme chaque lundi, notre petit conseil culinaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un gâteau réalisé à base de noix. Claudine Gadea, vous avez 18 ans et vous venez de remporter le Grand Prix du dessert 1970. Et c'est à ce titre que nous vous demandons de réaliser aujourd'hui un dessert. Quel est-il? C'est un gâteau aux noix, composé avec une vieille recette que j'ai trouvée et que j'ai modernisée. Quels ingrédients entrent dans la composition de votre gâteau? Il faut 40 g de chapelure, 125 g de sucre en poudre, 5 œufs, 75 g de beurre, une demi-plaquette de chocolat, 150 g de noix et un bâton de vanille. Commencez par faire fondre le chocolat, brisez-le en morceaux, puis mettez-le à feu doux. Dans une autre casserole, faites fondre les 75 g de beurre. Prenez les 5 œufs et séparez les blancs des jaunes. Conservez les blancs que vous utiliserez tout à l'heure battus en neige. Ajoutez aux jaunes 125 g de sucre. Fouettez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le mélange sucre-jaune d'œuf blanchisse. C'est le moment de broyer les 150 g de noix. Il est plus simple et plus rapide d'utiliser ce broyeur, mais vous pouvez hacher les noix comme vous avez l'habitude de le faire. Votre gâteau n'en sera pas moins bon. Récupérez les noix réduites en poudre. Incorporez-les au mélange jaune d'œuf sucre. Conservez une poignée de noix broyées pour le moule. Ajoutez les 40 g de chapelure et remuez longuement pour obtenir un mélange très homogène. À ce moment, incorporez lentement le chocolat fondu. Pour cette recette, il est important de bien mélanger les différents ingrédients qui la composent. Puis, versez les 75 g de beurre fondu et mélangez à nouveau. Fendez une gousse de vanille dans le sens de la longueur et de la pointe du couteau, extrayez les substances aromatiques qu'elle contient. Ajoutez-les à la préparation et c'est à ce moment-là que vous beurrez avec un pinceau votre moule à manquer de 22 cm de diamètre. Tapissez le moule des noix broyées que vous aviez conservées. Le moule est prêt à recevoir la pâte. Enlevez l'excédent de noix.
Battez les blancs en neige aussi ferme que possible. Puis, vous les incorporez en dernier lieu. Et pour ne pas casser les blancs, enrobez-les délicatement. Versez la pâte dans le moule à manquer et faites cuire à four moyen, thermostat 6, pendant 25 minutes. La décoration est accessoire. Claudine Gadéa a versé du fondant au centre du gâteau et a garni le reste de feuilles et de noix en pâte d'amande. Je vous rappelle que cette jeune fille a gagné le Grand Prix du dessert cette année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce matin des négociations au siège du CNPF entre patrons et syndicats sur le problème de la mensualisation. François Gault a suivi pour nous ces négociations. Les syndicats viennent de discuter pendant 3 heures sur la généralisation de la mensualisation. En fait, ils se sont engagés sur un principe recommandé dans toutes les industries, cette généralisation. Ça, c'est la base des conversations de ce matin. C'est extrêmement important pour des millions de salariés, 6 ou 7, je crois. Monsieur Laurent Lucas, CFDT, je pense que vous avez pris un nouveau rendez-vous avec le patronat. Nous avons pris un nouveau rendez-vous pour faire le point après les discussions qui vont s'engager. Nous avons effectivement obtenu que des négociations s'ouvrent tout de suite. Et sur l'ensemble du problème, et nous avons dit très nettement que pour nous, le problème du statut unique était posé à terme. Nous aurons à apprécier dans quelques mois comment les négociations se sont tenues et nous faisons confiance à nos organisations pour que cela aille le plus loin possible. Et nous espérons que de ce fait, à travers les négociations qui vont s'engager, nous arriverons à un moment donné au statut unique des travailleurs. Pour quand ce nouveau rendez-vous? Certainement dans le 3e trimestre de l'année. Eh bien, ici... Le 4e trimestre de l'année, pardon. C'était déjà un peu vite quand même. Ici, le siège du CNPF, à vous, Alain Cancès. Non, c'est à vous, Jacqueline Alexandre. Oui, nous allons tout de suite passer au cours de la Bourse de Paris avec Gérard Vidalanche. À vous, la Bourse. Eh bien, la Bourse de Paris aujourd'hui est très calme. Je crois que les professionnels ont dû griller davantage de cigarettes. Le petit balai des papiers qui contiennent les ordres de bourse a été aujourd'hui très limité.